Sunday Night Production. Champion de France du contre-la-montre en 2016, vainqueur du Tour de Lombardie en 2018, vainqueur de 6 étapes de Grand Tour, 33 top 10 en World Tour et 16 Grands Tours à son actif. Mais connaissez-vous vraiment Thibaut Pinot ? Par passion du vélo, Groupama vous propose la série de podcasts Face à Face. Partez à la rencontre des coureurs de l'équipe cycliste Groupama FDJ et découvrez leur personnalité. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Après avoir rencontré Marc Madiot, le manager de l'équipe Groupama FDJ vendredi dernier, nous nous retrouvons aujourd'hui pour lancer une série de 8 podcasts face à face, proposés par Groupama. Patrick Chassé est parti à la rencontre de 8 coureurs pour mieux connaître leur personnalité. Bonjour Patrick, vous avez été à la rencontre de 8 coureurs, 8 champions de l'équipe Groupama FDJ. Tout d'abord, bienvenue et si vous pourriez nous expliquer dans quel contexte vous avez rencontré ces 8 champions. Bonjour, merci de cette invitation. Ça s'est fait assez naturellement à un moment où les coureurs sont disponibles. C'est-à-dire que ça n'arrive pas très souvent, surtout en les ayant tous réunis. Donc ça s'est fait juste dans les jours qui précédaient la présentation. Cette année, pour Groupama FDJ, c'était au mois de décembre, la présentation de l'équipe. Et c'était au service course, ce qui est assez original, parce que d'habitude, on est un peu dans un endroit, on va dire, plus cossu. Là, on était vraiment sur un lieu de travail, un lieu de réunion, un lieu de départ aussi, puisqu'ils allaient partir très vite après la présentation en stage en Espagne. Et voilà quoi. Et donc il y a cette ambiance un petit peu. Je sais pas si on les entend parfois. On est dans un. C'est assez intime effectivement. Ouais, c'est assez intime. On est dans le bus, le tocard qui sillonne l'Europe. On est sur le parking du service course à Villepinte à un moment où tout le monde est là, réuni à quelques heures de la présentation de l'équipe. Alors là, on attend tout simplement le coureur le plus emblématique de l'équipe cycliste Groupama FDJ. Bon, difficile de vous dire dans quel état d'esprit il sera pour cet entretien. Je pourrais vous décrire 2 attitudes bien différentes du personnage et vous allez vite comprendre de qui il s'agit. D'un côté, on peut très bien avoir un type un peu bougon, ronchon, pas forcément heureux d'être là. Et en fait, c'est pas tant ça, mais il se dira qu'il serait tellement mieux ailleurs. Et son ailleurs à lui, c'est au bord d'un étang, ou bien dans sa ferme, perdu au cœur du département de la Haute-Saône, au milieu de ses animaux, évidemment, loin de la ville, loin du bruit médiatique, loin des postures un peu forcées, etc. Mais à l'opposé, on peut avoir aussi celui qui vous accueille avec le sourire du bon gars. Mais attention, pas le même sourire qui fend entièrement le visage de son équipier Mathieu Ladanius, ni celui du visage solaire d'Arnaud Démare. Non, le concernant, ce sera plutôt le sourire goguenard. Vous voyez ce que je veux dire ? Celui qui précède en général la bonne vanne qu'il ne manquera pas de vous balancer en guise de bienvenue. Bon, parce qu'il est comme ça, Thibaut Pinot. Bon, écoutez, on va voir ce qu'il nous réserve. Hello. Ça va ? Toi ? T'arrives ? Yes. Ah, on est bien dit. Hein ? Je vais enlever mes chaussures. Je vais me mettre à l'aise. Bon, on va pas forcément beaucoup parler de compétition. On va plutôt s'attarder sur les sujets qui te sont chers, il me semble, mais dont tu parles peut-être pas souvent, la famille, ton écosystème, assez proche de la nature, on va dire, les animaux de la crèche, ta personnalité aussi, hein, ça t'aimera peut-être moins. Et puis voilà, on y va ? Ça marche. Quand il va chercher un exploit, c'est jamais des petits exploits, Pinot. Qu'est-ce qui lui arrive ? Il est en pleurs.
Il a mal au genou. Il est en pleurs. Thibaut Pinot est en pleurs derrière la voiture. Là, je m'adresse aux supporters, il va vous apporter des émotions différentes. Avec une foule absolument considérable, Thibaut Pinot qui va passer le sommet en tête après avoir déposé Christian. Il peut nous procurer des sensations, je pense qu'il n'y a aucun coureur qui puisse nous procurer autant de sensations. Alors, c'est quoi le vélo plaisir pour toi, en fait? Le vélo plaisir pour moi? Oui. C'est une expression que tu utilises parfois, ça. Le vélo plaisir, il y a deux sortes de vélo plaisir. Il y a le vélo plaisir entraînement ou en dehors de la course. Où là c'est mes Vosges, le soleil, mes petites routes sans voiture. Ça c'est du vélo plaisir. Après tu as le vélo plaisir compétition. Où là c'est le vélo comme je l'entends et comme je l'aime. Ça veut dire sans calcul et à l'instinct. Et tu crois que tu continueras le vélo à l'entraînement, en balade, en excursion, appelle ça comme tu veux, une fois que tu auras arrêté, ou il y aura un rejet un petit peu de tout ça? Je pense dans un premier temps, j'ai déjà un peu réfléchi à tout ça, mais je pense dans un premier temps, il y aura vraiment un rejet, je pense. Pour faire du vélo plaisir, il faut avoir des sensations, il faut avoir de la force dans les jambes, parce que justement, plus tu as de force, plus tu vas vite, plus tu prends du plaisir dans le vélo que j'aime. Donc dans le vélo après la retraite, je vais perdre tout ça. Je vais perdre mes sensations, je vais perdre ma force, je vais retrouver un peu les sensations qu'on a quand on reprend le vélo début novembre. Et là, il n'y a pas de plaisir. Donc, à mon avis, je vais mettre du temps à me remettre sur un vélo. Ouais. Et sur l'année qui s'est écoulée, est-ce qu'il y a eu un retour d'un vélo que tu apprécies, qui te donne envie de continuer? Par rapport à mon année 2021 et ma fin d'année 2020, mon année de blessure, forcément, c'était le jour et la nuit, je pense, où là j'étais plein de doutes, plein d'angoisse, de nervosité. Je pense que c'était compliqué à vivre pour moi, mais aussi je pense pour mon cercle familial. Et le fait de revivre sur mon vélo l'an dernier, ça a été pour moi une bouffée d'oxygène, tout simplement, une bouffée d'oxygène qui m'a permis de me relancer dans ma dernière partie de carrière. Quand on rêve de devenir coureur pro à 18 ans, on n'est pas sûr de passer pro, on n'est pas sûr de gagner des étapes sur le tour, on n'est pas sûr de monter sur le podium, on n'est pas sûr de gagner un monument. Et ça, c'est des choses que tu apprends au fur et à mesure, mais c'est vrai que j'ai pu aussi griller certaines étapes. Il y a eu beaucoup d'échecs dans ma carrière, et dans mes premières années pro, c'était difficile à vivre pour moi et ma famille. Bravo, monsieur Thibaut Pinot. Vous rentrez par la grande porte sur le Tour de France. C'est son premier Tour de France. Comme Peter Sagan, excusez du peu, Thibaut Pinot pour son premier tour remporte sa première victoire sur le Tour de France. À Porrentruy, il entre dans l'histoire du Tour de France. J'ai toujours ressenti, te concernant, une espèce d'ambivalence. C'est d'un côté une forme de rejet du monde médiatique, mais je mets dans les médias aussi les réseaux sociaux, tout ça pour te préserver, parce que ça pollue, c'est vrai. Et d'un autre côté, une extrême sensibilité malgré tout à tout ce qui se racontait sur toi. Forcément, on n'est pas sensible, mais je pense que personne n'est insensible parce forcément, qu'on est sur les réseaux sociaux, on jette toujours un œil sur les commentaires. Tout le monde est comme ça, et celui qui me dit qu'il n'est pas comme ça, j'y crois pas une seconde. Donc forcément, quand on est jeune, quand on a 20 ans, 22 ans, 23 ans, et encore plus quand on est jeune, on va dire, il faut vraiment prendre du recul. J'en ai pas pris assez au début de ma carrière, et c'est vrai, c'était le début des réseaux sociaux. Donc moi j'ai commencé ma carrière, il n'y avait pas de Twitter, j'avais juste Facebook, mais le Facebook c'était encore à part, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de Strava. Donc forcément au début c'était nouveau pour tout le monde, on savait pas qui c'était ces personnes qui nous critiquaient, qui nous insultaient, qui nous faisaient du mal au final. Et c'est sûr que nous on n'a pas été on va dire personnalité publique, on n'a pas été encadré, on va dire, pour tout ça, pour ces réseaux sociaux, pour la méchanceté des gens, et c'est sûr que ça a fait mal à un moment donné. Ouais. Et aujourd'hui d'ailleurs, par rapport aux réseaux sociaux, tu y vas toujours, tu les pratiques? Je les pratique, oui, parce qu'on est obligé maintenant dans notre société de les pratiquer. Et voilà, quand je suis à la maison, j'évite quand même tout ce qui est réseaux sociaux. Le moins possible, on va dire. Mais parce que justement, j'ai l'esprit occupé et je fais bien d'autres choses que d'être sur mon téléphone à la maison. Mais malheureusement, quand je suis en course ou à l'hôtel, en stage, on n'a pas grand-chose à faire. Et quand je vois que je passe presque 4 heures de ma journée en stage
ou en cours sur mon téléphone, je me dis que je perds mon temps quand même. En même temps, les réseaux sociaux, c'est aussi parfois, aujourd'hui, même pour les coureurs, une façon de communiquer. C'est pas seulement pour s'informer. En plein confinement, il me semble que tu as fait un compte pour ta chèvre, Kim Gott, c'est ça? Mais après, à la base, c'était vraiment un compte parodique parce que j'avais vu une émission, j'aime beaucoup une émission qui s'appelle Quotidien. Et il parlait d'une influenceuse qui s'appelle Kim Glow. Je sais pas si tu connais. Ouais, non. Et justement, on voulait Kim Gott, Kim Glow, on voulait un peu se foutre de la gueule un peu de ces personnalités-là. Et c'est comme ça que le compte a été créé. Et puis voilà, puis après c'était parti. C'est sûr que ma copine, elle qui aime bien ça, c'est bien occupé, ouais. Et puis je pense pendant le confinement, c'est vrai que les gens ont apprécié, ouais. Mais comme je dis, il y a quand même du bon sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que du mauvais. Il y a beaucoup de vidéos qui me font rire, il y a beaucoup de choses qui me font rire. Mais malheureusement, il y a ces petits démons qui sont là, quoi. Les animaux, on y arrive logiquement. J'ai l'impression que pour répondre à une remarque qu'avait dû te faire Marc Madiot à tes débuts chez les professionnels, en disant que cette vie allait te changer, finalement, quand tu rentres dans ton nid là-bas, en Haute-Saône, au bord de ton étang ou dans ta ferme, on a l'impression, moi j'y suis jamais allé, mais il me semble que tu as réussi à préserver quelque chose qui n'a finalement pas changé. Ouais, je pense que ça n'a pas changé, mais après c'est sûr que grâce au vélo, grâce à mes victoires, j'ai pu réaliser mes rêves. Mon premier achat, ça a été un étang. Mes derniers achats, c'est un tracteur, et tout ça c'est grâce au vélo au final, parce que si j'ai pu faire la ferme que j'ai toujours rêvé, c'est grâce au vélo. Donc forcément ça va ensemble au final, et si j'ai cette vie là à côté, c'est grâce aussi au vélo. Et si j'aurais fait un autre métier, j'aurais pas pu me permettre d'avoir tous ces animaux ou tout ça à côté, on va dire. Donc pour moi c'était une chance, oui. Quand tu commences à avoir quand même j'ai 5-6 vaches, 6 ânes, une quinzaine de chèvres, une dizaine de moutons, ça commence à faire beaucoup de boulot. Et donc forcément, vu que j'aime bien les choses bien faites, ça prend encore un peu plus de boulot, quoi. Depuis tout petit, j'ai toujours eu des animaux avec mes parents ou mes grands-parents qui étaient agriculteurs, donc forcément j'ai toujours été baigné là-dedans, mais ils nous rendent tellement de bonheur au final que moi j'essaye de leur donner le maximum de bonheur, et leur bien-être est primordial pour moi, donc forcément après ça va ensemble au final, tout va ensemble. Tu es surpris que ça soit aujourd'hui presque un sujet clivant entre les gens qui revendiquent le bien-être animal, peut-être de façon, je sais pas, soit maladroite, soit trop radicale, j'en sais rien, je juge pas, et d'autres gens qui disent mais attendez, le bien-être humain est quand même plus important que le bien-être animal. Enfin, je sais pas, c'est un peu pour résumer ce point de vue. Après, il y a la façon du bien-être animal, c'est comme si c'était une obligation, alors que ça devrait être naturel au final de bien traiter son animal. Ça devrait même pas avoir de polémique sur toutes les vidéos qu'on peut voir où les gens qui maltraitent leurs animaux, ça devrait pas exister ça. Donc en fait le bien-être animal devrait pas exister, ça devrait être naturel. Mais après c'est sûr que le bien-être humain est également très important, mais le mieux c'est un être vivant doit être bien aimé, et puis ne pas faire de mal à personne. Je pense que c'est tout simple, mais c'est sûr qu'à mon niveau, je vais pas sauver la planète, mais si je peux aider mes animaux à être heureux, j'essaye de faire ce que je peux faire. Comment tu t'appelles? Mowgli. Et il va immédiatement aller au village des hommes. Comment au village des hommes? Ils vont le grasser. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Et à l'image de beaucoup de sportifs, on parlait des réseaux sociaux, tu t'es mis en retrait quand même dans les publications. Et les rares fois où on te voit éventuellement relayer quelque chose, ça peut être L214, cette association qui va dénoncer effectivement des mauvais traitements dans un abattoir, dans une ferme.
Ça, c'est finalement la seule prise de parole, j'ai l'impression, sur des sujets de société que tu t'autorises. J'essaye de consommer local, de consommer bien, de ne pas manger trop de viande. Dans ton métier de coureur cycliste. C'est ça, oui. Donc forcément, vu qu'on est toujours à droite à gauche, c'est compliqué de mettre en place. Mais on va se dire, j'essaye d'être raisonné. Mais après, voilà, c'est un sujet que... On va dire qu'il y a 2 sujets qui me tiennent à cœur, c'est peut-être ça. Et puis j'essaye des fois des polémiques contre le dopage dans le sport. Mais voilà, c'est vite des choses que ça dégénère souvent. Donc j'essaye de me contrôler. Et la chasse de loisirs, par exemple, puisque... Il y a le chasseur qui chasse pour se nourrir, peut-être pas beaucoup en France, quoique j'en sais, ça doit arriver. Et puis il y a le chasseur qui chasse parce que c'est presque un sport. C'est sûr, la chasse, c'est encore un sujet qui est encore différent. Je pense qu'il y a besoin de régulation, ça c'est sûr, quand on voit les dégâts des sangliers, de tout ça. Mais après, voilà, moi quand je vois un chevreuil, je suis le premier à m'arrêter et puis le prendre en photo, en vidéo. Donc il y a tellement de sujets à traiter qu'on va dire déjà commencer par un sujet comme la corrida qui est pour moi la base, ça serait déjà une bonne chose. Ouais. Tu regrettais aussi, il y a 2 minutes, les propos que tu as pu, les prises de parole que tu as pu prendre sur justement la lutte antidopage, sur les différences qu'il peut y avoir de traitement entre certaines équipes qui s'appliquent des règles plus strictes et d'autres. Là-dessus, tu t'es exprimé, tu as regretté ensuite ? Je sais pas si j'ai regretté, mais c'est là que je me rends compte que les réseaux sociaux, il y a des gens qui m'apprenaient certaines choses, qui pensent m'apprendre des choses alors qu'ils disent n'importe quoi. Mais dans quel sens là ? Parce que là, je te suis pas. C'était sur les infiltrations de Nadal. J'ai absolument jamais eu contre le joueur ou la personne. C'est pas ça que je signalais. Mais c'est juste le traitement que ont ces joueurs par rapport à nous cyclistes. Mais après, moi, ce qui m'a le plus là-dedans, c'est même pas le fait d'être insulté ou ça, c'est une chose, mais c'est le fait de pas être soutenu par le milieu. En fait, moi, j'ai juste envie de profiter de ma vie d'après cycliste. Tu viens voir les matchs du PSG. Un collègue journaliste me faisait la remarque en me disant « Ah, moi je vois de temps en temps Thibaut dans le COP, on le reconnaît aisément. » Alors là je me suis dit « Mais comment on reconnaît aisément un supporter parmi tant d'autres, même s'il s'agit de Thibaut Pinot, de si loin ?» En fait, c'est vrai que c'est une personnalité que les gens de l'extérieur ont du mal à comprendre, mais moi j'aime le foot dans cette façon de côté populaire en fait. Que le PSG gagne ou ils perdent, déjà ça je m'en fous. Mais ce que j'aime c'est retrouver mes potes, boire des bières avec les potes avant le match ou après le match, chanter, danser. Il y a des jeunes de mon âge qui vont en boîte, moi j'aime pas la boîte, ou aller en discothèque ou n'importe quoi. Moi ce que j'aime c'est j'ai une part de folie au final quand même. J'ai quand même comme tout le monde une petite part de folie et cette folie là je la vis quand je suis en tribune. Soutenir le PSG, mais on va dire c'est un endroit où je me défoule, où je pense à rien. Et tu resteras supporter évidemment du PSG une fois que tu auras toujours l'occasion de venir à Paris, tu auras cette envie de circuler je pense justement j'aurai peut-être encore plus le temps, donc voilà, forcément moi je vais continuer ça et puis j'aurai plus de temps et surtout ça sera moins contraignant parce que quand tu vas au parc à 3 jours d'une course, forcément tu délires pas pareil, c'est pas la même chose quoi. Après, alors tu étais jeune, après ta victoire à Port-Rentruy, ton premier succès sur le Tour de France, ton premier Tour de France, t'avais dit moi je cherche pas à vendre du rêve. T'avais dit ça. Mais force est de constater que ceux qui cherchent à vendre du rêve, souvent ils n'y arrivent pas. Et toi, à ton corps défendant, t'as fait rêver et t'as conquis le cœur des Français. T'as compris quand même que c'était pas nécessaire c'était pas quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose qui s'est imposé finalement à toi. Parce que toi, on peut pas te soupçonner d'avoir effectivement cherché à devenir populaire. Ouais, mais je pense justement c'est le fait d'être resté naturel au final. Je pense qu'à plus haut vent et de pas surjouer, on va dire. Il y en a beaucoup qui surjouent dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils disent. Et moi, je suis resté tel quel.
Il y a des contrats que j'ai refusés, il y a des contrats où, même pour des montres, on me donnait une montre, mais j'avais pas envie, en fait, ça me ressemblait pas. Et je porte pas de montre, donc on peut me donner la plus belle montre sur la planète, je la mettrai pas parce que ça me ressemble pas et j'ai pas envie de faire de la pub pour des choses comme les voitures, comme tout ça. J'ai eu beaucoup de demandes de contrats pour des grandes marques, mais ça me ressemblait pas. Donc par contre, j'ai jamais eu de contrat pour un tracteur, par exemple. Ça, peut-être que j'aurais accepté. Longtemps, on ne comprenait pas. Longtemps, tu disais que les médias, mais aussi peut-être les gens de la rue, après tout, ne te comprenaient pas. Et de cette incompréhension, est-ce que ça n'a pas un petit peu finalement aggravé le malaise qu'il y a eu par moment? Oui, je pense. Après, c'est sûr que c'était une relation compliquée. Pour moi, quand je suis passé pro, moi, c'était de faire de l'entraînement, des courses, gagner, et c'est tout. Le reste, je m'en foutais complètement et j'avais pas envie de perdre du temps à tout ça, en final. Tous les à côté. J'ai connu, on va dire, la fin des années 2010, où là, c'était vraiment encore un peu à l'arrache. Et là, je suis au début des années 2020, où là, ça commence vraiment à être vraiment trop. Tout trop, en fait. Mais non, les jeunes calculent leur score sommeil, leur score machin, pèsent leur nourriture et tout. Moi, je suis vraiment pas du tout dans cette optique-là. Mais les jeunes maintenant d'aujourd'hui vont vivre avec ça, et pour eux, c'est pas une corvée, alors que pour moi, c'en est une. Depuis junior, nous en junior, c'était quand même la bande de copains qui rigolent. On gagne des courses, tant mieux, mais maintenant, c'est devenu presque pro en junior déjà. Donc forcément, ils arrivent chez les pros, ils ont plus ils ont les entraînements, le diététicien, avant même chez les pros. Moi, j'ai eu le diététicien il y a 3 ou 4 ans. Donc forcément, ils passent pro, ils sont prêts physiquement, mentalement, ils sont prêts à faire le métier à 100%. Ils sont déjà, ils sont déjà performants quand ils arrivent chez les pros. Nous, il nous fallait quand même 2, 3, 4 ans pour être performants chez les pros. Est-ce que du coup, les carrières seront selon toi aussi longues qu'elles l'ont été pour les coureurs de ta génération et bien sûr les coureurs plus vieux? Ça, c'est une question que tout le monde se pose. Pour l'instant, on va dire que la première génération, c'est la génération Pogacar, Evenepoel. Donc on verra dans 10 ans s'ils sont encore là. Mais pour l'instant, on n'a pas de réponse. Mais peut-être que eux, vu qu'ils ont connu que ça, c'est pas une contrainte au final. Alors on a parlé déjà de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des choses, t'as jamais pu te pencher sur la question, mais tu te dis, tiens, ça pourra peut-être faire mon métier plus tard. Tiens, ça c'est une idée à creuser, ça me plairait, mais c'est vraiment pas le moment. Après ma carrière, il y a beaucoup de choses qui vont me plaire, je pense. Déjà, l'après-carrière ? L'après-carrière, je pense. Déjà, c'est de voyager. Alors ça, c'est un truc... ma plus grosse frustration de faire de ce métier-là, c'est qu'on a un laps de temps pour voyager qui est très, très, très... on va dire, on a 15 jours, 3 semaines pour voyager en octobre et c'est tout, quoi. Donc on va se limiter à un pays par an. Mais après, je me suis fixé quand même si je pouvais faire 3-4 pays par an, parce qu'il y a tellement à découvrir dans le monde que j'ai vraiment envie de découvrir ça. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ouais. On est à la fin de cette interview et je te remercie parce que j'ai senti beaucoup de sincérité. Merci, oui. Comme d'habitude. Et voilà, on espère que tu prendras du plaisir, en tout cas pour cette dernière année de contrat. Merci. Merci Thibaut Pinot. Merci Patrick pour cet échange. On vient d'écouter donc ce premier épisode pour la capsule Groupama avec Thibaut Pinot. J'ai personnellement appris beaucoup de choses à travers ces minutes d'échange. Mais les premières questions que j'aurais à vous poser, Patrick, c'est notamment sur l'approche de cet épisode. On sent à l'approche de l'épisode un certain inconfort à savoir comment est-ce que va se dérouler l'épisode, un petit peu quelque part à l'image de la carrière de Thibaut Pinot, avec des victoires flamboyantes, mais aussi des échecs, ce qui arrive pour chaque grand champion. Mais comment est-ce que vous, journalistes, vous avez appréhendé, vous avez approché cette interview avec Thibaut Pinot ? C'est pas une appréhension, c'est un jeu. Parce qu'il y a des coureurs au cours de cette série de podcasts que j'ai un peu découvert. Thibaut Pinot, évidemment, c'était pas le cas. C'est un coureur, je me souviens de notre première rencontre, c'est évidemment très, très vieux, c'était sa première année pro, il était stagiaire d'ailleurs à ce moment-là. Bref, c'est quelqu'un dont j'ai pu, pas moi seulement, même les fans, mais bien sûr tous les journalistes qui l'approchent, j'ai pu apprendre à connaître
Donc je connais un petit peu ses réticences, cette complicité malgré tout qu'il arrive à faire passer. Et voilà, et j'en joue un petit peu dans la façon de le présenter. Et on entend Thibaut Pinot justement nous parler de plaisir à travers le vélo, à travers une de vos questions. Il parle de plaisir avant la contrainte. Vous qui l'avez vu donc grandir, évoluer, est-ce que c'est un trait de caractère de Thibaut Pinot, le plaisir avant tout ? Ou est-ce que ce plaisir-là est arrivé au fur et à mesure de sa carrière ? Le trait de caractère de Thibaut, c'est que le plaisir est placé à un niveau qui n'est pas le même que la plupart, enfin que d'autres coureurs, la plupart je sais pas. En tout cas, il l'exprime pas de la même façon. C'est-à-dire que lui, effectivement, je crois qu'il fait référence à ça. D'ailleurs, dans son témoignage, il dit que le plaisir, il va le trouver à l'entraînement, il va le trouver dans l'effort, mais il va pas le trouver forcément dans tout ce qui va avec. Beaucoup de coureurs nous racontent parfois que je sais pas, le Tour de France, c'est toute la fête qu'il y a autour, c'est toute cette effervescence, cette euphorie, ce côté grandiose. On pourrait parler effectivement d'une course en particulier, mais lui parle de vélo directement. Voilà, effectivement. exactement. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être sur son vélo. Et puis de rester fidèle à ce que le vélo a toujours été pour lui, en fait. Il parle beaucoup effectivement d'ailleurs, il explique c'est quoi le plaisir pour lui, il faut s'entraîner pour avoir de la puissance, et s'il n'a pas de puissance, là il parle de son après-carrière, le plaisir sera moindre. En tout cas, j'avais apprécié cette définition du plaisir, qui était vraiment le plaisir dans sa globalité à travers le cyclisme, et non pas une course comme il l'a dit. Et il parle également de cette relation aux animaux. Est-ce que vous, en tant que journaliste, quand vous suivez comme ça un coureur, est-ce que vous vous renseignez, vous êtes informé, vous partagez, hors micro peut-être, sur la vie du coureur cycliste hors compétition ? Évidemment, mais parfois un athlète de haut niveau va rester plus ou moins secret. Il y en a qui au contraire ont besoin de laisser transparaître leur personnalité, parfois pour s'abriter derrière l'image qu'ils dégagent. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus pudiques. Et Thibaut fait partie de ça. C'est pas quelqu'un qui s'épanche sur ses passions en dehors du vélo dans les médias, dans les interviews qu'il a pu donner. Il m'avait marqué qu'il avait donné une fois une interview à... Je me souviens d'une interview qu'il avait donnée à 30 millions d'amis, donc qui n'est pas forcément le média auquel s'adressent tout de suite les coureurs professionnels. Ça m'avait marqué, au-delà de l'interview qui était d'ailleurs très intéressante, c'est ce contact entre ce média si précis et Thibaut Pinot qui m'avait un petit peu interpellé. Donc je trouvais normal qu'on revienne là-dessus. Tout le monde sait qu'il aime les animaux. Quand on regarde ses réseaux sociaux, effectivement... Oui, avec ce fameux compte créé pendant le confinement par sa compagne. Voilà. Il explique l'achat d'un étang, il explique son cheptel quelque part. C'est vrai que on s'attend, même si c'est sa passion et c'est respectable, mais on ne s'attend pas forcément à ça d'un coureur professionnel. Je veux dire, il dénote un petit peu du peloton moyen. Il n'a pas envie. Oui, alors ça c'est sûr. Il dénote Après, il y a plein de cas particuliers dans le peloton. Parfois, comme la vie en général. On ignore, mais lui, ce qui est assez curieux, c'est que sa passion est presque professionnelle. C'est-à-dire que les animaux, il va très loin. Parce qu'il n'y a pas effectivement qu'une vache, une chèvre. Non, il n'y a pas que ça. Non, il en a beaucoup surtout maintenant. Tout à fait. C'est qu'il a, un peu comme le collectionneur, il a été obligé de prendre une licence d'éleveur, etc. Enfin, c'est quand même, on est allé assez loin, il a poussé assez loin. Et d'ailleurs, il rend au vélo, il dit, s'il n'y avait pas eu le vélo, j'aurais jamais pu réaliser ce rêve et cette filiation qu'il révèle, qu'il précise venir de son grand-père. Alors, on a eu cet échange avec Marc Madiot qui est paru vendredi dernier, justement, sur l'épisode de Talk. Marc nous expliquait ses origines paysannes, d'agriculteur. Et est-ce que c'est un des points communs avec Thibaut Pinot, justement, le fait de ce rapport à la terre ? C'est même un des points communs avec l'histoire du vélo. Et c'est ça, moi, que je trouve attachant. C'est que dans cette société française, qui n'est plus une société paysanne, depuis longtemps, eh bien, finalement, on trouve encore... Alors, je n'ai pas fait de statistiques, je ne vais pas vous donner un ratio, mais on trouve encore beaucoup de coureurs qui ont des origines paysannes et en tout cas qui les mettent en avant. Le vélo est un sport de géographie et c'est un sport qui, les coureurs gardent cet ancrage à leur région.
plus peut-être que dans n'importe quel autre sport. Bien sûr, on va toujours dire, lui, il vient de Normandie, lui, il vient de Haute-Savoie, ou lui, il vient de Haute-Saône, dans le cas de Thibaut Pinot. Mais ça va plus loin. Tout de suite, il nous parle effectivement de son attachement à la nature, aux animaux, à cet étang dont il a fait l'acquisition très vite dans sa carrière professionnelle, comme s'il avait besoin de marquer son territoire. Mais c'est peut-être aussi la particularité de l'équipe Groupama FDJ en général, puisqu'on va l'entendre dans les épisodes à venir, mais il y a toujours, dans beaucoup d'épisodes, ce rapport justement à la terre, à la région, l'origine. Et je trouve que c'était vraiment... ça se distingue dans un trait de caractère de l'équipe. Alors vous qui avez l'habitude de voir de nombreux coureurs, de nombreuses équipes, est-ce que c'est peut-être la particularité de l'équipe Groupama ? La particularité, s'il faut trouver une particularité, je dirais, par rapport au territoire pour l'équipe Groupama, c'est qu'elle ne s'est pas limitée à un territoire. Les frères Madio, c'est la Mayenne. La Mayenne, à les entendre, c'est presque la Bretagne. Ça l'est même carrément. Je crois que d'ailleurs, Marc Madio était champion de Bretagne dans sa carrière. C'est vous dire si tout ça est assez flou en termes de frontières. Et puis, parce que la Bretagne est une terre de cyclisme. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des nordistes dans cette équipe. Et puis, avant l'équipe Groupama FDJ, l'Est, la Franche-Comté, n'était pas les Vosges ou le Jura. Toute cette région n'était pas une terre de cyclisme. Elle l'est devenue. C'est là que s'est ancrée aussi l'équipe continentale à Besançon. Honnêtement, moi, quand j'ai commencé dans la carrière, non, la Franche-Comté n'était pas du tout une terre de cyclisme. Aujourd'hui, elle l'est. Il y a des courses qui sont organisées, il y a une équipe qui a pris pied là-bas, et il y a des champions, il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal, effectivement. Et dans la continuité des passions de Thibaut Pinot, notamment, moi, j'ai découvert le fan de foot, en fait, celui qui va dans le COP, notamment du PSG. Est-ce que ça, c'est pareil en tant que journaliste? Est-ce que vous partagez, quand vous rencontrez ces grands champions, est-ce que vous parlez vélo, bien évidemment, mais aussi de foot, qui est une des passions de Thibaut? Moi, je ne savais pas que Thibaut Pinot allait dans le COP du PSG, notamment, quelquefois 3 jours, 4 jours avant une épreuve importante. Alors ça, je ne sais pas si il le dit. À mon avis, il en parle. Il le dit parce que maintenant, on peut le dire. De toute façon, on ne va plus lui reprocher, c'est sa dernière saison. Mais c'est vrai qu'il ne s'en vantait pas, il n'était pas tout seul. Il y allait avec Arthur Vichot. Donc il commence à avouer, un petit peu comme les grands enfants avouent à leurs parents parfois des petites bêtises qu'ils ont commis dans le secret de la fratrie. Mais là, oui, à moi, ce qui m'a plu dans ce passage, c'est qu'il dit, bien sûr, il parle de la graine folie, il dit. Pour lui, c'est son grain de folie à lui. C'est marrant, il fait la comparaison avec la boîte de nuit. Il dit, moi, j'étais pas boîte, ma folie, c'était le COP. Un peu comme, mais le COP, c'est un peu une boîte de nuit. Au niveau sonore, et puis même dans la folie. Il dit le mot folie. Dans la folie que ça génère, dans l'abandon dans lequel on se laisse aller. Beaucoup plus que dans cette manière qu'on a aujourd'hui parfois d'idolâtrer des coureurs ou des joueurs de foot. Lui, il idolâtre un club et cette ambiance festive où il retrouve ses potes. C'était très intéressant. C'est aussi un des points communs avec Marc Magnot, qui nous expliquait qu'il était fan de cette équipe et des stars qui la constituent. Et puis, il y a cette après-carrière qui va arriver, puisque Thibaut Pinot annonce effectivement mettre fin à sa carrière professionnelle à la fin de sa saison. Est-ce que vous gardez, vous, Patrick, par expérience, je ne sais pas si on peut dire des contacts, mais vous vous informez toujours après une après-carrière comme ça d'un cycliste professionnel, d'un grand champion comme Thibaut Pinot, qui va, dans ce qu'il dit, se consacrer autour de ses animaux, du développement de sa ferme. Comment se passe l'après-carrière entre un journaliste et un grand champion ? Moi, je pense que j'aime beaucoup effectivement cette période-là, parce que souvent le coureur, l'athlète de haut niveau va s'ouvrir dans l'après-carrière. Mais c'est un cas général. En tout cas, les cas les plus intéressants. Et je pense que Thibaut Pinot va s'ouvrir à condition qu'on aille dans son antre. Qu'on aille le chercher. Ouais, qu'on aille le chercher. C'est pas lui qui va venir vers moi, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il aura des choses à nous dire, à nous apprendre. Est-ce que c'est la vraie personnalité qui s'ouvre ? Voilà, je crois qu'il faut se méfier. Il faut toujours, et c'est un peu le travers de nous, journalistes ou communicants, c'est d'enfermer un coureur. Voilà, Thibaut, ses chefs, ses vaches, son étang. Non, c'est beaucoup plus que ça. D'ailleurs, lui-même,
ne se limite pas à ça. Il dit dans cet épisode, il fait référence au voyage. Bien sûr. À Il veut découvrir le monde, effectivement. Oui, tout à fait. 3-4 pays par an, ça en fait des voyages quand même. C'est vraiment aussi une façon peut-être de répondre à une grande frustration. Eux-mêmes, les coureurs cyclistes, sont de grands voyageurs. Il en parle effectivement qu'il n'avait pas cette possibilité, de par son métier, de pouvoir partir à la découverte du monde et que justement, une fois qu'il aura posé son vélo, c'est une de ses priorités, en plus du développement de sa passion et qui peut devenir son métier, l'agriculture, c'est d'aller découvrir 3-4 pays par an avec sa compagne. Oui, c'est de partager en plus avec la personne qui lui est la plus proche ce qu'il a pu entrevoir parfois sans aller au fond des choses. Et Thibaut est quelqu'un qui le dit aussi, qui aime aller au fond des choses. Donc tout ça est assez cohérent. La cohérence est quelque chose aussi, je trouve, qui revient souvent. Il l'évoque un petit peu. S'il aime la nature, le vélo, sa région, tout ça est très ses cohérent. Amis, il parle de ses potes avant les matchs, justement. Mais on entend aussi dans cet épisode une certaine... lassitude, il parle de rejet du cyclisme. On sent une certaine fatigue. Est-ce qu'il va faire partie des cyclistes, des grands champions qui posent le vélo pour parfois ne plus le reprendre, ou est-ce qu'il va le poser le temps de respirer, peut-être justement de s'ouvrir et de faire ressortir sa vraie personnalité pour ensuite le reprendre? Quel a été votre sentiment dans cet échange à propos de cette fin de carrière et du rejet, le mot qu'il utilise à travers pour cette fin de carrière justement? Je ne peux pas répondre à sa place, je n'en sais rien, mais on a toutes les typologies. On a des coureurs qui posent le vélo au clou et qui n'y touchent plus. D'ailleurs, il me semble que Marc Madiot, dont j'ai été témoin d'ailleurs de ce moment où il raccroche son vélo au clou, ne l'a plus vraiment touché depuis. Et ces exemples existent. Il y a aussi, comme il le décrit lui-même, on ne retrouve pas après les mêmes émotions, donc il faut construire, il faut accepter d'avoir un rapport différent. Il faut accepter d'avoir ce rapport différent au vélo que celui qu'il a entretenu depuis une quinzaine d'années. Donc voilà, c'est ça le truc. Qu'il ne le voit pas aujourd'hui, c'est normal. On en reparlera dans 10 ans. Certains peuvent aussi être dans le je ne sais pas si on peut dire le déni, mais... en s'entraînant moins, pensent pouvoir aussi toujours être les mêmes champions qu'ils étaient, mais il faut aussi avoir l'acceptation. C'est ce que vous utilisiez, l'acceptation. Non, mais de c'est pas à fin vous de que carrière. je vais apprendre que parfois des sportifs changent leur pratique, passent de l'intensité à quelque chose de beaucoup plus extensif sur des très longues distances. Enfin, le champ des possibles existe. Ça sera avec plaisir si un jour Thibaut se lance effectivement dans la longue distance. S'il veut faire 3-4 pays par an, il va peut-être falloir qu'il envisage les longues distances. Et en tant que journaliste, Patrick est toujours en rapport avec Thibaut Pinot. Quelles sont, si vous pourriez nous partager les plus belles émotions que Thibaut Pinot vous a fait vivre derrière le micro, mais aussi les plus grosses difficultés en tant que journaliste? Parce qu'on accompagne, comme vous connaissez Thibaut depuis des années, forcément, quand il y a un échec du sportif, je pense que le journaliste a un peu d'affect à travers ça. Indéniablement, et sans avoir à réfléchir, pour moi, c'est pour Antruy, sa première victoire d'étape sur le Tour de France. Il se trouve que je suis là, je suis sur la ligne, et le hasard fait que je suis vraiment sur la ligne. C'est-à-dire que je suis... Enfin, vraiment, pas sur la ligne, parce que là, ça se serait vu quand même, j'aurais peut-être un peu gêné, mais juste derrière. Je ne suis pas dans le sas des journalistes, je suis avec un caméraman. On sait qu'il va gagner, on m'autorise à aller là. Donc, je ne commande pas le Tour de France, mais il me tombe pas dans les bras, mais... je le ressens ainsi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de bousculade entre les Cerbères qui sont à l'arrivée et qui essayent de nous contrôler, lui qui est à bout de souffle. Et il y a et attention, il n'a jamais rien gagné. C'est son premier tour auquel il ne devait pas participer, auquel il voulait absolument participer au point de convaincre au dernier moment Marc Madiot. Il y a cette étape on est dans le Jura, donc tout près de chez lui. Il n'a pas gagné la planche des Belles-Filles, mais il gagne pour Antruy. Et il y a cette émotion. Et en mon fort intérieur, je me souviens très précisément ce que je pense. C'est-à-dire, il était un peu annoncé. Je me dis, ça y est, c'est concret. Voici le coureur français pour les grandes courses par étapes qu'on attend. Je ne sais pas si à ce moment-là, s'il est capable de gagner le Tour de France ou pas. Je sais qu'on vient de signer au bas d'une page un bail qui va durer un certain temps avec ce sacré bonhomme.
Et cette victoire au sommet du Tourmalet, cette émotion particulière avec les images de Marc Madiot à côté. Alors là, je ne savais pas que vous alliez me poser cette question, mais moi, je suis dans la voiture d'Yvon Madiot qui suit donc Thibaut. Donc là, c'est au centre des émotions. Là. Au centre des émotions, en tout cas dans la voiture, parce qu'on ne peut pas partager évidemment les émotions du coureur, mais on partage le contexte. D'ailleurs, je me souviens, j'ai une petite caméra GoPro et je filme ces images dont je suis très heureux qu'elles aient été partagées par tant de médias. C'est que je vois juste autour de moi s'ouvrir cette haie de spectateurs avec derrière, là on n'y est pour rien, hein, c'est les hasards, il y a cette vue magnifique, ciel bleu, les nuages qui sont en dessous, quasiment sous les spectateurs, et cette communion et ces gens. Enfin, moi, je trouve que ça, c'est le plus beau du sport cycliste, c'est-à-dire cette proximité. On ne peut pas faire plus proche. Et il n'y a pas un sport qui fait plus proche des athlètes que le vélo, où les gens. Donc là, la communion, elle est évidente, quoi. Et Thibaut, ça me rappelait d'ailleurs une image, sa victoire à l'Alpe d'Huez, où là je ne suis pas du tout, mais où il y a cette image où Yvon Madiot, qui est un être très réservé, comparable d'ailleurs dans sa personnalité à Thibaut Pinot, qui lui dit retiens ce moment, écoute le public et retiens ce que tu vis, parce que, et on est dans l'Alpe d'Huez, on pourrait lui dire non, concentre-toi sur ton truc, ta victoire. Non. Là, Yvon Madiot se rend compte qu'au-delà de tout ça, il y a aussi un moment qu'on est en train de vivre, une émotion présente dont il faut prendre conscience et qui sert aussi probablement à se sublimer. Ouais, très intéressant. Et puis là, on parle des moments de sublimation, hein, mais il y a aussi les moments difficiles. Qu'est-ce que vous pouvez partager en tant que journaliste sur les moments difficiles qu'a pu connaître Thibaut, que ce soit sur les routes du Tour de France, mais aussi notamment sur celle du Giro? Le Giro, en tant que commentateur, on sait que le podium est fait, ce qui n'avait été pas le cas lors de sa précédente participation. Et à chaque fois, là c'est soudain évidemment, rien ne laisse penser ça. Il y a toujours une part de mystère, et c'est très bien comme ça. Et avec Thibaut, elle est parfaitement respectée. Moi je partage en partie, de façon indirecte, mais une forme d'intimité avec cette équipe. Et sur le Tour de France, je ne suis pas du tout au courant. Je suis même d'ailleurs dans ce cercle, j'ai l'impression que je suis le seul à ne pas être au courant, après coup. Et moi, je suis en train de monter à Tignes, à vélo d'ailleurs, avec mon petit téléphone devant moi. Je n'ai jamais réussi à monter d'ailleurs, la montée de Tignes. Je suis, mais estomaqué. Je ne vais pas parler de mon état de forme à ce moment-là, on s'en fout, mais ça me scie complètement. Je pense que, si je dis ça, c'est pas parce que mon témoignage est important, c'est parce que j'imagine que c'est le sentiment, chacun à son niveau, chacun en fonction de ce qu'il faisait, de tous les Français qui suivaient le Tour de France. La stupéfaction. Je sais où je suis, comme souvent, dans les moments majeurs, voilà, on a des souvenirs qui sont datés. Ouais. Et si on arrive sur la fin de cette conclusion d'épisode, Patrick, si vous aviez un dernier ressenti, un mot sur le champion qu'est Thibaut Pinot, ça serait lequel? Je vais reprendre le mot que j'ai dit tout à l'heure, cohérence. C'est ça qui, pour moi, est... Il a toujours cherché à cultiver une forme d'authenticité, de sincérité, parce que c'était cohérent avec son personnage. Trop de champions se perdent. On change dans la vie. Hein. Je ne dis pas qu'il n'a pas changé, on évolue, oui. Ouais. Mais lui a évolué en restant fidèle et cohérent à ce qu'il est, à ses racines, à sa région et à sa nature profonde. Un grand merci Patrick. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau Face à Face avec Stephen Kung. Par passion du vélo, Groupama vous a présenté la capsule Face à Face. Groupama, acteur majeur du cyclisme, accompagne l'ensemble des pratiquants, des professionnels aux amateurs, en passant par tous les cyclistes du quotidien. Retrouvez nos engagements vélo sur nos réseaux sociaux et sur groupama.fr.